Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Girose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Je viens de déménager, je voulais avoir plus de verdure. Et en déménageant, je me suis rendu compte que lorsqu'on se sent démotivé ou en perte de sens, souvent, un simple changement de cadre suffit. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui m'écrivent car ils hésitent à changer de carrière avec toute l'insécurité financière qui va avec, est-ce que vous avez déjà pensé à simplement changer de ville ? La région Bourgogne-Franche-Comté, à seulement 2 heures de Paris et de Lyon, est une région chaleureuse, proche de la nature, avec une véritable offre culturelle, un coût de la vie abordable et un mode de vie sain et accessible. Et déménager ne veut pas dire faire une croix sur sa carrière. La région cherche à attirer des jeunes familles et vous propose des offres d'emploi adaptées ou de reprise d'entreprise dans la région Bourgogne-Franche-Comté. La région est en effet très bien placée en France en termes d'industrie automobile, agroalimentaire et dans la filière viticole. Surtout, déménager n'a pas besoin d'être une source de stress. Les chargés d'accueil de la région vous simplifient la vie et vous accompagnent à 100% dans votre nouveau projet de vie et vous aident à choisir votre territoire d'installation. Trouvez un logement beaucoup plus grand qu'à Paris, scolarisez vos enfants et vous propose aussi vos futurs loisirs sportifs ou culturels. Vous pouvez même venir en week-end en immersion dans la région avant de vous décider. La région Bourgogne-Franche-Comté vous attend les bras ouverts. Alors rendez-vous dès maintenant sur venez-vivre-bourgogne-franche-comté.fr. Venez avec un Z-vivre-en-bourgogne-franche avec un N-comté avec un M.fr. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Marie. Après avoir été juriste fiscaliste pendant 5 ans, Marie a fondé sa marque de mode Les Espiègles. Très créative, Marie s'est d'abord dirigée vers des études de restauration d'œuvres d'art. Mais après 2 ans, elle trouve le travail trop manuel, manque de stimulation intellectuelle et surtout trop fermé en termes de débouchés. Marie fait alors un virage à 180 degrés et se dirige vers des études de droit des affaires. Marie devient juriste fiscaliste et travaille d'abord en cabinet d'avocat, puis à la prestigieuse banque d'affaires Rothschild. Jeune maman, la pression et les horaires à rallonge la conduisent au burn-out. Aujourd'hui, Marie est la fondatrice de la marque Les Espiègles, un vestiaire élégant parisien de prêt-à-porter made in France avec des stocks de tissus des maisons de couture. Alors avec Marie, on a évoqué sa carrière de fiscaliste, la difficulté de jongler entre la pression d'être une bonne maman et de réussir sa carrière, ses fausses couches, son burn-out et comment son corps a dit stop. Sa passion pour la mode et comment elle a réussi à lancer sa marque de mode sans formation dans le domaine. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, moi aussi. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 37, bientôt 38 ans. J'habite à Issy-les-Moulineaux, dans le 92, tout près de Paris, et j'ai 2 enfants, un de 8 et un de 3 ans et demi. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais actuellement ? Oui, alors je suis la fondatrice et la directrice artistique d'une marque de prêt-à-porter pour femmes qui s'appelle Les Espiègles et qui habille les femmes avec audace et élégance. Alors, tu as lancé Les Espiègles en 2019, donc ça fait déjà un petit moment et tu as fait une totale reconversion. Mais tu avais déjà une première reconversion parce que avant de faire du droit et d'être fiscaliste, tu as d'abord fait des études de restauration d'œuvres d'art. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'étais lancée ? Parce que c'est marrant, tu t'es d'abord lancée dans quelque chose de très créatif et artistique et ensuite quelque chose de plus conventionnel avant de revenir à quelque chose de créatif. Donc, comment tu t'étais lancée dans tes premières études de restauration d'œuvres d'art ? Alors, ça a été une réflexion pendant toute ma terminale. Je suis une terminale littéraire. J'ai habité Marseille à cette époque-là et je faisais de la peinture à côté et j'avais besoin donc d'explorer ce côté très artistique. Je m'interrogeais sur ce que j'allais faire après le bac. Et lors d'un stage chez un restaurateur d'œuvres d'art, j'ai eu un déclic. J'ai contacté une école à Lyon qui s'appelle l'école de Condé, où j'ai étudié pendant 2 ans. J'ai fait de la restauration d'œuvres d'art donc sur différents supports, la restauration de peinture et aussi la restauration des œuvres d'art sur support papier. Donc les boîtes, les lettres, les livres, les éventails, les paravents, tout ce qui avait du papier.
Donc c'est hyper technique comme étude. Très technique, c'est très scientifique. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pendant 2 ans. C'est des études en 5 ans et au bout de 2 ans, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, que c'était des études, en fait, très spécifiques, très un peu en entonnoir qui te permettaient de faire que ça et j'ai eu un peu une prise de conscience et j'ai eu besoin, en fait, de me recentrer sur quelque chose, on va dire, de plus «intellectuel» entre guillemets et de beaucoup plus large. Et c'est là, en fait, au terme de ma 2e année, je suis partie en fac de droit où je suis retournée à Marseille. Je suis partie en fac de droit où j'ai étudié pendant 5 ans. Et alors pourquoi le droit? Alors, j'avais besoin d'explorer, on va dire, du challenge un petit peu intellectuel. C'est comme ça que je voyais le droit et c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu, en fait, en droit fiscal. C'était ce côté, au-delà du côté très chiffre qui est présent dans le droit fiscal, c'est beaucoup de réflexion. C'est un combat permanent, en fait, contre l'administration fiscale. C'est trouver des arguments, c'est défendre les contribuables et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'était ce challenge, en fait. Intellectuel, c'est un droit qui change tout le temps, qui est toujours mis à jour, qui est chamboulé très régulièrement et j'y ai pris beaucoup de plaisir pendant 5 ans. Oui, c'est très logique aussi comme droit. Oui, voilà, c'est très logique, c'est très intellectuel, c'est très bougeant, ça change tout le temps et j'avais besoin de ça. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça, de tes études? Ils ont été un petit peu surpris. Déjà, ils ont été très surpris par mon choix, déjà de section littéraire, ensuite de restauration d'œuvres d'art. Comme tout bon parent, ils sont un petit peu inquiets pour l'avenir scolaire et professionnel de leurs enfants. Ils n'ont pas compris aussi ma volonté en fait de changer d'études parce que moi j'ai été tout feu tout flamme pendant 2 ans pour la restauration d'œuvres d'art. Ça a été ma vie pendant 2 ans et j'ai été corps et âme et portée par ça et il y a eu un revirement plus strict, on va dire, vers le droit. Bon, après, ils m'ont accompagnée. J'ai été, je pense, un peu plus rassurée parce que bon, ça rassure un peu plus les parents. Les études de droit, on est sûr de trouver quelque chose à la sortie. Donc, ouais, puis j'étais quand même plutôt contents dans l'ensemble. Et tu avais eu un déclic, par exemple, un stage qui s'était mal passé en restauration d'œuvres d'art? Tu as vu un événement déclencheur? Non, bah oui, alors l'événement déclencheur, en fait, il y en a eu 2. C'est que déjà, en restauration d'œuvres d'art dans le support papier, en fait, à partir de la 2e année, on se spécialise un petit peu. Et donc, j'avais choisi le support papier et ma chef d'atelier, qui était très influente à l'époque, ça passait pas avec elle. Et ça a été un vrai blocage pour moi. Et je me suis dit, mais si j'arrive pas à dépasser ça maintenant, si j'arrive pas à m'accrocher maintenant, c'est fichu pour les 3 années à venir et c'est un combat, en fait, pour être restaurateur d'œuvres d'art en France. La plupart de mes amis sont partis en Suisse, elles sont parties à Amsterdam ou aux États-Unis ou en Angleterre. Il y en a très peu qui exercent en France, qui a très peu de débouchés. Et c'est ça aussi qui m'a fait un petit peu peur, c'était de me dire, ça me plaît pas tant que ça au point de m'accrocher suffisamment. Est-ce que je vais réussir à percer, en fait? Et donc ça a été un événement déclencheur. Donc j'ai cherché quelque chose de plus rassurant, comme la fac de droit. Et alors, les études de droit, ça t'a plu? Oui, ça a été passionnant. J'ai passé donc 3 ans à Marseille en licence où je me suis fait mes amis pour la vie. Ça a été une exploration intellectuelle fantastique. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai étudié beaucoup de matières, j'ai vraiment, si tu veux, je suis vraiment allée au bout de cette logique de j'ai envie de réfléchir avec ma tête, en fait, et de trouver des arguments et de performer, on va dire, avec ma tête. Ça a été exceptionnel. On va dire que j'ai laissé ce côté créatif, artistique un peu de côté parce que je l'avais exploré à fond pendant le Condé et j'avais besoin d'explorer autre chose. Ouais, et après, je suis partie à Aix, puis à Paris. Et où je me suis posée après parce que je suis plus repartie. J'ai déménagé de quelques kilomètres. J'ai dépassé Péray. Je suis dans le 92 maintenant, mais voilà, je reste en région parisienne. Et donc, tu étais juriste fiscaliste, d'abord en cabinet d'avocat, puis chez Rothschild. Comment tu avais choisi d'être plutôt juriste fiscaliste qu'avocate? Alors, parce que ça a été un peu choisi pour moi parce que j'ai tenté le barreau 2 fois. Je me suis rendu compte récemment que j'ai des problèmes de concentration assez poussés et que c'était pas forcément une question de capacité, mais c'est une question de capacité de concentration. Et j'ai pas réussi à m'accrocher, on va dire, suffisamment pour faire parce que le CAFPA, l'examen pour l'entrée à l'école du barreau, c'est un marathon. Et c'est un marathon qui dure des mois et
on va dire ça a été un peu trop pour mes capacités de concentration. J'y suis pas arrivée. J'ai essayé 2 fois. J'ai fait des stages, j'ai continué, je voulais absolument être avocate et puis bon, ça a pas marché. Donc après, je me suis fait une raison. Et on peut le passer 3 fois, mais au bout de 2, je me suis dit: «Bon, je suis allée au bout, je pense, de mes capacités de concentration». Donc il y a un moment, il faut faire des choix. J'avais fait une école en M2 qui s'appelle, l'école, des hautes études appliquées du droit, l'école HEAD, qui a 12 ans maintenant et on a des mentors. Donc j'ai contacté mon mentor en lui expliquant mon projet et elle m'a présenté une de ses amies qui cherchait une fiscaliste junior et qui m'a dit: «Bah, je vais te donner ta chance, t'es pas avocate, c'est pas grave, tu autant de capacités pour travailler qu'une avocate, donc on va essayer». Et j'ai passé 2 ans. Et comment ça s'est passé? Parce qu'on a déjà eu une invitée qui disait que ça avait été un peu compliqué en tant que juriste dans un cabinet d'avocats parce que finalement tu fais le même travail que les avocats, mais parfois il y a un petit peu des petites guerres d'ego où voilà, on te rappelle que t'es pas avocate et en même temps t'es moins bien payée, enfin voilà. Comment ça s'est passé toi? Comment tu l'as vécu tout ça? Alors j'ai eu de la chance parce que je suis tombée dans un cabinet déjà qui était très bienveillant, qui venait de se monter. C'était 4 associés qui travaillaient avant dans un autre cabinet, qui ont voulu, monter un cabinet un peu nouveau. Il y avait, donc 3 femmes associées et un homme. Ils ont voulu aussi donner leur chance à plusieurs profils et à offrir une offre à proposer une offre très diversifiée pour les entreprises, qui sont leurs principaux clients. Donc autant, on va dire, le point de vue personnel que d'un point de vue, professionnel, pour les accompagner, on va dire, dans leur ensemble. Et moi, je suis arrivée, en fait, au moment où ils venaient de s'installer. Donc ça a été, l'occasion, les autres, donc les associés m'ont accueilli les bras ouverts. Les autres avocats qui travaillaient, m'ont accueilli les bras ouverts et je n'ai pas senti cette différence, on va dire, avocat-juriste. Même si j'étais la seule juriste, je l'ai pas ressenti. Comment ça se passait ton quotidien alors en cabinet d'avocat puis chez Rothschild? Alors on va dire que paradoxalement, mon quotidien en cabinet d'avocat était très cool. Je faisais du 9h-18 tous les jours. Donc quand il y avait des périodes plus dures, des dossiers plus compliqués, je restais et ce qui était normal, mais on va dire ça restait quand même un rythme qui était, surtout à Paris, très agréable, qui me permettait aussi d'avoir une vie à côté. J'étais jeune mariée, c'était super. Ça a été, fantastique parce qu'en fait, j'étais seule avec mon associé. Donc j'ai pu, vraiment, j'étais en contact avec les clients, j'ai vu différents dossiers, j'ai pas fait, qu'on va dire, que de la déclaration fiscale pure et dure. J'ai rédigé beaucoup de mémoires, pour l'administration fiscale, j'ai pu défendre aussi mes arguments directement auprès de l'administration fiscale. L'associé pour qui je travaillais a vraiment fait preuve de bienveillance à mon égard. Elle a vraiment voulu me donner ma chance, mais on sentait qu'on était arrivé au bout d'un système où ce côté, on va dire, salarié, finalement, ne peut pas vraiment fonctionner, dans une relation d'associé à collaborateur. On t'a dit un peu de partir du coup, enfin on t'a fait comprendre que c'était le moment. On sentait que quand je lui ai annoncé ma grossesse, elle était un petit peu dépitée en se disant: «Mince, ça devient une salariée protégée». Que bon, quand je suis partie, on était, pas en mauvais termes, c'est pas vrai, mais bon, on sentait que bon, c'était plus, on va dire la confiance et la relation de travail qu'on avait avant parce que en fait, elle voulait, me remplacer par une collaboratrice libérale, ce que j'ai compris plus tard. Mais sur le moment, c'est vrai que Oui, c'était pas personnel. voilà, mais sur le moment, forcément, on le prend personnellement, mais après, les mois passant, j'ai compris que c'était pas personnel. Donc je suis partie en congé maternité pour mon premier et pendant mon congé maternité, j'ai été débauchée par Rothschild. C'est-à-dire que et c'est vrai, la veille de mon accouchement, il y a une chasseuse de tête qui m'appelle: «Bonjour, on a un poste fantastique pour vous. C'est, chargé d'affaires en banque privée». «Ah super, on peut plutôt se reparler au mois de janvier». Donc voilà, donc je leur avais pas forcément dit que j'étais enceinte et que j'étais en congé mat. Bah, après, je leur en ai parlé, que je serais disponible. Je savais pas trop, pareil, c'était mon premier, je savais pas trop ce qu'était le postpartum, je savais pas. Moi, je suis allée, à la maternité, on va dire un peu les mains dans les poches et comme le cabinet d'avocats, c'était cool et que j'avais plein de copines qui bossaient en banque de réseau, qui me disaient que c'était archi cool, bah, je me suis dit: «Oh bah, la banque privée, aussi, ça va être cool. Allez, on y va» et je suis très, spontanée, on va dire. Je suis très, je marche vraiment, sur l'instant et ça m'a appelée et je me suis dit: «Allez go, on plonge quoi». Donc bon, j'ai accouché, j'ai eu mon bébé et puis après, quelques semaines plus tard, je les ai recontactés
en leur disant: «Ouais, je suis hyper chaude, voilà, je suis encore en congé mat, je compte, mon congé de mat se termine au mois de mars, je suis partie, je suis prête pour les entretiens», surtout que je pouvais faire et ça, on peut faire son préavis pendant son congé maternité. Donc du coup, je pouvais vraiment, commencer à la fin de mon congé mat, quitter ne pas revenir en fait dans mon ancienne boîte et commencer directement dans la nouvelle et c'est comme ça que j'ai plongé dans le grand bain de la banque privée. Tu trouvé ça dur? Très dur. J'y suis allée, déjà pour une question d'ego parce que je me suis dit: «Rothschild, c'est une maison ultra prestigieuse». Oui, c'est un beau nom. Voilà, c'est un très beau nom, il me donne une chance extraordinaire. J'avais 2 ans d'expérience. Il voulait me donner des responsabilités que je voulais, c'est-à-dire que j'avais des vraies responsabilités. J'étais responsable d'un portefeuille client, j'avais des clients très prestigieux, j'étais dans une belle maison, enfin et j'allais avoir, on va dire, un poste à part entière. Je m'étais dit: «Je vais pas ça va pas être bancal comme au cabinet d'avocat où je suis juriste, mais je fais un peu de boulot d'avocat, mais j'ai pas le titre» et cetera. Et donc j'y suis allée, mais j'ai plongé parce que je trouvais ça fantastique et j'ai très vite déchanté. Ça a duré 2 ans. Déjà, je me suis rendu compte que j'étais dans un service où c'était un service, on va dire, qui était, marketing pour les clients. C'est-à-dire que j'étais en family office et c'est, on va dire, un service où on apporte beaucoup aux clients, c'est un support, très complet, où on les accompagne sur, de nombreux sujets. Mais en interne, il y a pas la même considération et j'ai senti, si tu veux, en fait, j'avais l'impression que j'allais pouvoir donner mon avis, avoir une réflexion, enfin faire un peu aussi de l'ingénierie, d'une certaine manière et c'était pas le cas et je me suis retrouvée, en fait, à faire de l'exécution pure et dure où c'était, des déclarations fiscales, de la compta, il y avait très peu de contestation avec l'administration fiscale, mais on s'en occupait pas. C'est vraiment leur quotidien, en fait. Voilà et en fait, moi, j'avais très peu, on va dire, de réflexion et de création, on va dire, en termes d'écriture et cetera, où c'est de la compta pure et dure. Je déteste ça alors que je suis fiscaliste. Enfin, voilà et le rythme était très dur, sachant que j'avais un tout petit bébé. La première année, je le voyais par Skype. Je rentrais, il dormait, je le réveillais, je le jetais, il y a pas d'autre terme, chez la nounou à 8h. «Je suis à la bourse, je suis à la bourse, je suis à la bourse» parce que je bossais dans le 17e, que je devais prendre la 13, qui est la ligne préférée des Parisiens, celle qui fonctionne le mieux, tout le monde le sait. Donc ça a été très dur et je suis partie parce que j'ai fait un burn-out. En fait, je voulais être, comme toutes les premières mamans, je pense, ultra parfaite, que je surcompensais mon absence par, je faisais tous mes petits plats maison, je passais mes dimanches à faire du batch cooking, qu'il était hors de question que mon fils mangeait de petits pots parce que bon, j'étais déjà une maman pas présente, donc en plus, il mangeait des petits pots industriels, c'était la fin du monde, enfin en tout cas à mes yeux voilà et la première année, ça a été compliqué et j'ai tenu 2 ans et la deuxième année, je suis partie en vacances avec mon fils chez des copains et quand je suis revenue, j'ai fait une crise de panique dans le métro, je me suis évanouie, en fait et j'ai mis une baisse de tension énorme. Je suis allée chez le médecin et le médecin m'a dit: «Madame Rosier, en fait, on vous arrête là. C'est pas possible» et donc j'ai été arrêtée et ça a été l'occasion d'une longue réflexion. Ton corps voulait plus aller Voilà, mon corps le voulait plus et ça a été très dur, si tu veux, parce que j'ai toujours vu mes parents énormément travailler. J'ai été, élevée par mes baby-sitters, mais c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup marquée petite. Ça me marque maintenant parce que je suis maman. Mais sur le moment, ça m'a pas marquée et j'étais, si tu veux, déchirée entre cette idée de: «Mais non, mais en fait, des parents, ça travaille beaucoup» et cette envie, on va dire, d'être présente et en plus, voilà, d'être, on va dire, cette maman Montessori 2.0 qu'on a toute envie d'être, quand on est jeune parent, et voilà et ça a été très incompatible, en fait, avec notre vie. Mon mari venait de commencer un boulot passionnant et très prenant, lui aussi et ça a été, soit je pète un câble au bureau, soit je m'arrête et j'ai choisi de m'arrêter et pendant un an et demi, jusqu'à ce que mon fils rentre à l'école, je m'en suis beaucoup occupée et ça a été, il était à moitié chez la nounou, à moitié avec moi et ça a été, on va dire une source de calme et de réflexion plus sereine. Ça m'a permis, en fait, de réfléchir plus sereinement. et comment tu as fait, financièrement? Tu étais en arrêt maladie à ce Oui, en moment-là? fait, j'ai été en arrêt maladie pendant longtemps parce que j'y croyais quand même toujours à ce retour et au bout d'un moment, au bout d'1 an d'arrêt maladie, on a eu, tout un tas aussi de
de déconvenues personnelles. On voulait des enfants très rapprochés, mais la vie en a choisi autrement. Il y a 4 ans et demi d'écart entre mes 2 enfants parce que j'ai fait 3 fausses couches tardives entre mes 2 enfants. Donc ça a été voilà, donc il y avait ce burn-out à gérer, ces fausses couches inexpliquées qui on commence à en parler, mais qui sont dévastatrices d'un point de vue personnel et qui sont dévastatrices aussi pour ton couple parce que c'est quelque chose qui est pas connu. C'est quelque chose qui est tabou, dont on parle pas, donc on ne sait pas l'entourage ne sait pas accompagner les gens et en plus les papas, on les met très vite de côté. Il y a une focalisation médicale sur la maman, mais le papa, il est complètement mis de côté et voilà. Ouais, donc si tu veux, il y avait un peu tout ça à gérer. Donc au bout d'un moment, voilà, on s'est reconstruit et puis après, j'ai quitté ma boîte et j'ai quitté Rothschild. J'ai monté ma société, mais je savais pas trop quoi faire. Donc en 2019, on va dire que l'idée des espiègles était là, mais c'était pas encore complètement, on va dire, fini même dans ma tête. Mais je m'étais dit: «Je vais monter ma société, ça sera plus simple aussi avec le chômage et cetera pour, justifier, on va dire, ma non-recherche d'emploi», parce que je suis en création d'entreprise et donc ça a commencé comme ça. Oui, parce que c'est vrai, on a eu déjà une invitée aussi qui avait fait un vrai burn-out, parce que parfois on parle de burn-out, mais il y a des stades quand même, hein. Et elle, pareil, un jour, en fait, elle a fermé son ordinateur, elle pouvait plus l'ouvrir, quoi. Elle était vraiment dégoûtée des écrans. Et elle disait que ça avait été difficile cette période où tu es quand même convoqué chez ton médecin du travail, tu dois donner des justifications, propose des postes. Et donc c'est un peu ce que dont tu parles après avec le chômage. Comment tu l'as vécu toi un peu cet entre-deux? Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour éviter d'en arriver là avec le recul, tu vois? Et un peu écouter les signes annonciateurs. C'est ça. Déjà, c'est vrai que j'ai pas voulu m'écouter parce que j'avais ancré dans ma tête cette espèce de mantra qu'on connaît tous, le «quand on veut, on peut», qui est finalement, quand on prend un peu de recul, très culpabilisant parce qu'on se dit: «Si j'y arrive pas, c'est parce qu'en fait, j'ai la flemme et que c'est qu'une question de volonté, en fin de compte». Alors que c'est pas le cas. Parfois, c'est pas une question de volonté, c'est juste qu'on n'est pas à notre place dans notre environnement de travail et que c'est pas parce qu'on bosse pas de 8 heures à 22 heures, qu'on est à fond la caisse entre des réunions, des brainstorming, des calls, qu'on a un téléphone pro, que tes clients ils t'appellent à 3 heures du mat parce que oh mon Dieu, je n'ai pas mon tableau, ce qui pourrait être une urgence parce que eux sont des clients et que oui, pour eux c'est une urgence, mais qu'il n'est pas forcément à ce moment-là pour toi parce que bah tu as aussi le droit de décrocher et que tu as aussi droit à ta vie. Que quand on est à te rendre compte que, même quand tu pars en vacances, tu checkes ton portable pro, alors que tu as le droit de déconnecter en tant que salarié, toutes les 3 secondes parce que tu as pas loupé un mail, parce que tu as pas loupé, quelque chose, ben là, tu dis: «En fait, il y a un problème» et il faut pas attendre l'épuisement mental, il faut pas attendre les idées noires, faut pas attendre j'en ai pas eu, hein, mais des collègues, oui. Faut pas attendre l'épuisement mental où, on en arrive, voilà, à plus ouvrir son ordi, où en fait, on lâche la rampe. C'est-à-dire qu'on enferme ces rideaux et puis c'est un rideau qui est très violent, en fait, le burn-out. C'est comme ce que tu me disais, on pouvait plus ouvrir les écrans, mais c'est ça, en fait, c'est un rideau. C'est tu ne peux plus ton cerveau ne fonctionne plus, sur certains sujets. J'ai mis mon téléphone pro dans un tiroir. J'ai, je me suis déconnectée de ma session, pro, sur mon ordi et ça a été silence radio, c'est-à-dire que c'était ça et ça a été salvateur pour moi. Mais je pense que j'aurais pu ne pas en arriver là, si je m'étais pas dit: «Mais non, mais c'est qu'une question de volonté, bien sûr que tu vas y arriver, c'est bon quoi, enfin, si les autres y arrivent, toi aussi et c'est pas grave et c'est pas un échec». Faut pas se forcer autant, quoi. Voilà, surtout quand on est jeune parent parce que, jeune maman, parce que je trouve qu'il y a et ça je m'en suis rendu compte après, il y a un côté très culpabilisant sur les jeunes mamans aujourd'hui, où on te dit que pour être une femme accomplie, il faut bosser, parce que c'est important de s'accomplir dans le travail et c'est vrai pour certaines, mais qu'il faut aussi être une maman ultra présente, sauf quand on fonctionne pas au bureau et qu'on peut pas être à 2 endroits en même temps et donc cet équilibre vie perso, vie pro, il est très compliqué à trouver. C'est pour ça qu'il y a plein de coachs qui existent maintenant parce que c'est un vrai sujet. Mais je crois que pour les jeunes mamans d'aujourd'hui, et ça a été mon cas. Moi, j'ai voulu, absolument allaiter parce que je pensais que c'était ça, être une bonne maman. Ça a pas marché. J'ai mis du temps l'allaitement fonctionnait pas, mais j'ai mis du temps à me dire: «Mais c'est pas grave, en fait, de donner un biberon. Mon fils, je l'aime quand même et il ira très bien même si je l'allaite pas» et ça a été une réflexion longue. Au bout d'un moment, j'y suis arrivée. Mais voilà, mon conseil, c'est de s'écouter et que, bah, quand on n'y arrive pas, c'est pas forcément un échec, c'est surtout une autre opportunité.
Mais si c'est vrai, c'est ce que tu dis, parce que je trouve que par rapport à nos mères, elles étaient plus bon bah tu vois biberon, nounou, moi je vais travailler. Et nous, je trouve qu'il y a un peu un retour de on doit être présente, le naturel, tu vas faire les petits pots, mais en même temps tu dois quand même toujours autant travailler, donc tu dois faire les deux au top, ce qui est impossible. Ouais, et puis on s'oublie aussi parce que c'est pas parce que tu te réalises professionnellement et que tu te réalises en tant que maman, que tu as pas aussi de te réaliser personnellement ou avec ton couple, avec ton conjoint. Enfin, je suis un pur produit des années 80. Je suis née en 87. Ma mère, c'était la businesswoman des années 80. Elle bossait, machin. Pas tout était parfait peut-être, mais j'aime beaucoup cette image de la working woman, en fait, des années 80. Parce que, elle était beaucoup plus décomplexée que ce qu'on peut l'être aujourd'hui. Tout n'était pas parfait. Je dis pas que c'était la meilleure façon de faire. Mais au moins, il y avait pas cette culpabilité qui faisait peser sur les femmes qui travaillent. Ça, je trouve qu'on devrait un peu plus s'en inspirer. Et alors, donc tu as fait une pause où tu as pu t'occuper de ton fils. Comment t'as choisi ce que tu voulais faire pour la suite? Alors après, j'ai voulu me reconnecter avec mon côté créatif où, j'ai voulu aussi passer, on va dire, par le faire manuel. Et donc je me suis remise à dessiner, je me suis mise à m'intéresser à la mode parce que je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de l'art, mais, à la mode, pas trop. Donc j'ai commencé à beaucoup m'intéresser. Je suis allée au Palais Galliera, j'ai fait plein d'expos mode, ça m'a passionnée et je me suis rendu compte qu'il y avait une technicité et une possibilité d'expression à travers la mode qui était infinie. Et je me suis sentie appelée, on va dire, par ce côté-là. Et je me suis dit, on peut aussi changer le monde par des vêtements, par de la création, on va dire, mode vestimentaire. Donc j'ai commencé on va dire, à bosser, là-dessus fin 2019. Je me suis fait accompagner par une structure qui est un peu, on va dire, bureau d'études, qui existe plus maintenant, qui s'appelait Manufacture Paris et qui accompagnait, on va dire, les jeunes marques, à se lancer, surtout dans le cadre de reconversion. C'est un business, moi, dans lequel j'y connais rien, quoi. Enfin, je suis pas formation mode, j'étais vraiment, je fais de la couture, mais le dimanche, tu vois? Pas, on va dire, pas d'un point de vue professionnel. Et ça a pris place doucement. Bon, après, il y a le Covid qui est arrivé avec mon fils à la maison. Donc, bon, ça a été un petit peu sport, mais on est arrivé. Et j'ai lancé des espiègles, ça s'est vraiment installé en septembre 2021. Donc, septembre 2020. Pendant toute l'année 2020, j'ai réfléchi donc avec ma coach, l'ADN de la marque, pourquoi les espiègles, pourquoi ce nom, et qui je veux habiller, et comment, et le sourcing, etc., etc. Et à partir de septembre 2020, donc comme je suis rentrée en wine section, là, je me suis lancée à fond. Je suis tombée enceinte de mon deuxième en même temps. Et j'ai sorti la première collection en mars 2021. Donc, c'est-à-dire qu'entre septembre et mars, j'ai ouvert le compte Instagram, j'ai dessiné les modèles, j'ai sourcé, j'ai trouvé une modéliste. J'ai fait les protos, j'ai shooté et je faisais community manager et je faisais la prod. Et après, quand t'as eu ton idée, ça a été rapide. J'ai un petit côté, on va dire, quand je me lance à fond et je me rends pas compte, on va dire, de la masse de travail que ça peut générer. Je suis solo entrepreneur, je suis même preneur, enfin, j'ai les multi-casquettes, mais je me suis dit: «Ouais, c'est bon, on va y arriver», vu ce par quoi je suis passée, professionnellement, c'est easy. Je suis enceinte de mon deuxième, j'accouche en juillet, mais c'est pas grave. Donc on va dire, je me suis lancée, mais à fond la caisse. J'ai lancé une première collection, j'ai fait la com et tout. Bon après, c'était 2021, donc si tu veux, il y avait les autres vagues de Covid, les autres confinements, donc j'ai pas pu faire de pop-up comme je voulais. Ça m'a poussée, on va dire, un peu à réfléchir à comment revoir un petit peu la vente. Parce que la vente physique, c'était pas possible. Instagram était en plein essor, mais c'est pas un outil avec lequel je suis entièrement à l'aise. Parce que je suis très à l'aise, on va dire, quand c'est en live, comme ça. Mais quand je passe toute seule à faire une vidéo, j'ai l'impression de faire un mauvais exposé au collège, si tu veux. Donc tu vois, toute cette belle énergie que tu vois, là, elle disparaît et ça devient quelque chose de très scolaire en lui-même, ouais. Et mon deuxième est né, on en a beaucoup profité parce que, voilà, ce deuxième, on l'a beaucoup attendu, donc j'ai refait une pause. Juillet, août, septembre, j'ai refait une pause. Je m'y suis reprise en octobre 2021.
J'ai relancé une collection, j'avais changé de photographe, j'avais changé de prod parce qu'au départ, je m'étais dit: «Ah easy la prod, je vais la faire». Ce que je déconseille à quelqu'un qui ne sait pas coudre d'un point de vue professionnel et qui veut faire du prêt-à-porter et pas, on va dire du sur-mesure, comme une robe de mariée qui est un travail complètement différent. Ah oui, tu cousais tout toi-même pour la première. Oui, oui et puis avec un enceinte, avec un nouveau-né, enfin bon. Je me suis dit: «Bon, on va un peu se reposer, on va un petit peu recadrer tout ça». Et donc j'ai pris, une couturière indépendante. Donc j'ai lancé une deuxième collection automne-hiver, où j'ai un peu mieux, on va dire, retravaillé les couleurs, les modèles, quel ensemble et tout. Et donc 2022, on a eu, plusieurs décès dans nos familles, à mon conjoint et moi. Moi, j'ai perdu ma grand-mère qui a été ma grand-mère maternelle qui a été un des piliers, affectifs et fondateurs de ma vie, donc ça a été, très compliqué. Donc pareil, rideau. 2022, les espiègles ont un petit peu disparu. Ils ont disparu longtemps parce que je me suis, déjà j'ai dû me reconstruire parce que ça a été compliqué d'accepter, on va dire, le départ de ma grand-mère. On avait, d'autres projets familiaux, qui n'ont pas abouti non plus, donc pareil, ça a été compliqué à gérer et donc j'ai réfléchi beaucoup pour les espiègles et en 2023, je me suis fait accompagner par une autre coach, mais qui est plus une coach, d'équilibre vie pro, vie perso et qui était, d'un dynamisme extraordinaire et ça m'a, boostée à fond la caisse. Puis elle m'a accompagnée parce que bon voilà, il y a d'autres fausses couches qui sont passées par là donc elle était là, elle était hyper bienveillante, hyper, punchy donc c'était top. Donc 2023, ça a été beaucoup de réflexion. 2024, j'ai trouvé une autre modéliste qui est fantastique, qui bosse dans le 15e, avec qui j'ai une relation de travail, extraordinaire, qui a compris ce que je voulais, mais qui, elle, si tu veux, a le bagage, on va dire, technique pour monter des collections, pour voir la cohérence de collection, comment la présenter, comment mettre en place des palettes de couleurs cohérentes, des matières qui vont ensemble, comment aussi ça peut matcher, on va dire, avec une production, etc. Chose que je ne connais pas parce que je ne sais pas. C'est pas mon métier et donc ça voilà, on va dire que c'est une collaboration qui fonctionne, au top. Donc on a sorti une collection. Bon, il y a plein d'autres, aléas qui sont arrivés. Mon site internet est tombé en rade quand je voulais te lancer ma collection, à l'automne. Il y a l'atelier avec qui je travaillais qui m'a dit: «Ah mais non, mais en fait, on vous a annoncé 2 mois de prod, mais en fait, c'est 6». Oui, le Made in France, c'est dur. Voilà, bon, elle est sortie, bon emballant, voilà, donc elle est sortie en février. Moi, j'étais à fond la caisse, j'étais à fond. Et puis bon, il y a d'autres déconvenus qui sont arrivés, mais voilà. Donc si tu veux là, à chaque fois il y a une collection qui sort. À chaque fois il y a des choses perso qui arrivent qui font que bon, c'est un peu compliqué. Mais là, je suis en train de revoir en profondeur l'ADN des espiègles et ça va vraiment être très fort et très beau quoi. Vraiment parce que là, je sais exactement où je veux aller et on va dire profondément. Voilà. C'est pas, on va dire d'un point de vue authentique, je sais où je veux aller et ça, là, je sais que ça va vraiment décoller, quoi. C'est bon, quoi. Il y a eu un essai, 2 essais, 3 essais, là, c'est bon, c'est parti. Oui, parce que pour présenter un petit peu les espiègles, donc c'est un vestiaire élégant parisien made in France, parce que tu produis tout en France, avec des tissus de maison de couture upcyclés et surtout un stock limité. C'est difficile le made in France. Comment toi tu le vis? C'est compliqué parce que quand j'ai monté un peu ma stratégie, on va dire, de com, j'avais l'impression, en fait, que le made in France, c'était un argument fort et impactant. Alors qu'en fait, pas du tout. Je l'ai vu, le retour client, j'ai fait beaucoup de prospection, on va dire, sur ce côté-là. Et en fait, pas du tout. Ça donne bonne conscience, mais c'est pas ça qui déclenche un acte d'achat. C'est plus de l'émotion. Et donc, on va dire, si tu veux, c'est que c'est plus, on va dire, le Made in France, c'est un combat d'entrepreneur qui n'intéresse pas les clients. Parce que c'est très compliqué de produire en France de manière qualitative à des prix qui restent acceptables. Et donc voilà, donc si tu veux, c'est un combat d'entrepreneur, vraiment. Mais c'est pas quelque chose auquel le client est forcément sensible. Il va être sensible à une histoire, il va être sensible à des belles matières, il va être sensible à des beaux visuels, il va être sensible à des beaux modèles, mais pas forcément made in France. Pour les consommateurs, en fait, quand tu martèles un peu le made in France,
c'est très vite culpabilisant. Bah, je pense ça a eu son époque un peu au moment du Covid, mais maintenant, avec tout ce qui est inflation, problème un peu économique, du coup, c'est moins fort en fait. On est C'est moins. beaucoup moins fort et ça marche bien, on va dire, sur des secteurs, par exemple sur tout ce qui a trait à la maison, l'équipement ou les savons ou ce genre de choses. Oui, je pense que c'est un vrai marché ultra porteur et ça peut très bien fonctionner et c'est pas culpabilisant parce qu'en fait, on a l'impression d'agir pour l'environnement, mais facilement. Ah bah, je vais choisir d'acheter tel savon au lieu d'un autre. L'acte d'achat d'un vêtement, c'est de l'émotion. Quand on achète des vêtements, tu as un coup de cœur parce que la robe, le pantalon, la paire de chaussures a déclenché quelque chose de très fort chez toi. Mais Made in France, ça déclenche rien de fort. Et c'est juste «Oh là là, faut pas que j'achète en Chine, faut pas que j'achète telle marque parce qu'elle vient pas ça vient par avion et c'est polluant». Le secteur de la mode, c'est le plus polluant qui soit. Mais on n'a pas besoin de le rappeler au client, en fait. Parce que l'acte d'achat, c'est de l'émotion. Les vêtements, c'est de l'émotion. Donc voilà. Donc c'est un combat d'entrepreneur que maintenant j'ai compris. Donc je déclenche l'émotion autrement. Et alors, comment trouver ses premiers clients? Comment t'as fait, toi? C'est du réseau. C'est arriver à embarquer son entourage avec nous dans cette aventure. C'est le marteler tout le temps, tout le temps, tout le temps à plus soif auprès de son entourage. Et c'est aussi accepter on va, certes, on se prend pour des imposteurs, le fameux syndrome de l'imposteur, de l'entrepreneur. Et en fait, il faut l'accepter pour ensuite pour incarner vraiment qui on est en tant qu'entrepreneur et y aller à fond la caisse sur les réseaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas forcément, on va dire, un canal d'achat, mais c'est un canal de séduction. C'est une vitrine. C'est pas parce que tu vois des beaux vêtements sur Instagram que tu vas les acheter tout de suite, mais c'est une belle vitrine. Donc, quand on va parler des espiègles ou d'une autre marque, on va dire, ah, bah, c'est quoi ton Insta? Attends, je regarde. Et c'est, en fait, c'est une vitrine où les gens, ils vont pouvoir comprendre l'univers que tu essayes de leur présenter. Donc, en fait, tu fais un bon site internet. Enfin, les meilleurs conseils, c'est avoir un Instagram vitrine, parce que c'est une vitrine, donc, mais qui ressemble au fondateur, parce qu'il n'y a pas de recette miracle sur Instagram. Et bien comprendre l'acte d'achat de ses clients. J'ai plusieurs copines dans la bijouterie artisanale. Et ben certaines, ça va être les revendeurs, les marchés, ce côté, on va dire, contact personnel. Il y en a d'autres, ça va être que par leur site internet ou que par des ventes privées en stories. Pourtant, c'est de la bijouterie dans les deux cas. Hein. Voilà, donc c'est comprendre en fait quel est le process d'achat de ta cliente. Et c'est comme ça que tu trouveras mieux tes clients parce que c'est pas parce que certaines marques de vêtements, elles vont acheter que sur les consommateurs vont être que sur Internet, que pour toi, ça sera le cas aussi. Parce que on raconte pas la même histoire, on n'est pas forcément dans le même créneau. Et alors, qu'est-ce que toi, tu voudrais changer pour ta prochaine collection? Alors, ce que je vais changer pour ma prochaine collection, déjà, c'est ma prod, qui a été un peu catastrophique à Paris. Donc, je vais arrêter le Made in Paris. Qui n'est pas non plus, j'ai compris que ce n'était pas un argument très fort. Enfin, c'est pas ça non plus qui déclenchait de l'émotion auprès de ma clientèle. Donc, pas d'autres copines créatrices. J'ai trouvé d'autres ateliers, mais qui sont toujours en France, qui ont une meilleure capacité de production. Parce que comme moi, je suis quelqu'un de très instinctif, je suis pas quelqu'un de très organisé sur le très long terme. Donc, j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont très réactifs, parce que la prod, enfin la collection, elle va se travailler en quelques mois. J'arrive pas, moi, à bosser 1 an à l'avance. C'est pas quelque chose que j'arrive à faire. C'est comme ça. Et je l'accepte. Donc maintenant, je cherche des partenaires qui sont très réactifs, justement pour que ça suive. Et c'est ça que je veux changer dans mes collections. C'est adapter, on va dire, mon fonctionnement profond et adapter, on va dire, les personnes avec qui je travaille pour qu'elles aient cette réactivité-là. Moi aussi, me forcer à être un peu plus organisée, évidemment, mais voilà, trouver des gens très réactifs pour qu'en fait, ça dépote tout de suite et que moi, je puisse tenir le rythme en me disant, bah, c'est bon, en fait, je suis pas en retard, c'est bon, ça roule, et je reste sur ce chaos un peu organisé. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de marques de prêt-à-porter françaises qui ferment actuellement. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de lancer sa marque et d'en vivre? Franchement, c'est un pari fou. C'est un pari fou aujourd'hui de faire du prêt-à-porter made in France
en tant que solo entrepreneur. Je pense qu'il faut avoir une structure familiale très forte, qu'il faut avoir une trésor perso très forte, parce que la première raison pour laquelle les entrepreneurs arrêtent dans le prêt-à-porter, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est qu'on n'arrive pas à se payer et que soit on prend un autre job et que l'autre job finalement il prend le dessus, soit que on commence à mal vivre ce manque d'indépendance financière. Et parce que c'est un vrai sujet, le manque d'indépendance financière chez les femmes entrepreneurs. C'est un pari fou, en fait, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Et on saura pas vraiment pourquoi, parce que une marque de maillot de bain, elle peut décoller et tout va s'enchaîner, alors que l'autre marque de maillot de bain, on lance en même temps, elle va se casser la figure. Donc c'est faire un pari, mais c'est accepter que c'est un pari et que ça peut être une très belle aventure qui peut vite se terminer ou arriver sur un happy end. Oui, parce qu'il y avait une invitée qui m'avait dit que il faut en moyenne 7 ans pour une marque de prêt-à-porter pour devenir, pour marcher et devenir bénéficiaire. Ouais. Ah oui, parce que on se rend pas compte. On va dire les acteurs en coulisses qui interviennent. C'est une modéliste, donc qui va transformer les dessins de mode en vêtements, en patrons. Après, une fois que les premiers patrons sont frais, on va les amener chez quelqu'un qui s'occupe de faire la gradation. C'est-à-dire que, par exemple, le prototype est fait en 38, et on va décliner de manière cohérente sur toute l'échelle de taille qu'on veut présenter. Ça aussi, c'est des frais. Ça coûte cher parce que en France, il y a une entreprise qui le fait et ça coûte cher. Donc déjà, c'est des frais. Et puis après, il y a les frais. Moi, je travaille avec Nona Source. Nona Source, c'est un fonctionnement particulier. C'est-à-dire qu'on t'achètes pas 3 mètres pour faire un proto et voir si ça marche. C'est déjà, tu fais un pari sur que le tissu, il va bien marcher parce que tu es obligé d'acheter le rouleau. Parce que et puis tu es obligé de prévoir la quantité nécessaire pour pouvoir au moins faire 10, 15, 20, 30 vêtements dedans. Donc tu te retrouves avec une marchandise qui t'a coûté cher parce que tu l'as acheté tout de suite, que tu peux pas l'acheter en lançant des précommandes tout de suite, en tout cas quand tu es sur le développement de nouveaux produits, parce que faut l'essayer, faut faire des protos, tu vois. Donc il y a beaucoup de trésorerie à sortir parce que il y a les photographes, le photographe, le shooting, l'atelier, la modéliste, la gradation, toutes ces choses-là, sans compter le site internet. Si tu ne sais pas le faire ou si tu connais pas un copain qui peut te le faire, ça coûte de l'argent. Toutes ces choses-là fait que si tu veux faire des newsletters un peu sympas, c'est payant. Canva, c'est payant. Les stories un peu sympas, c'est des applications qui sont payantes. Enfin, au bout d'un moment, ces choses-là, puis il faut t'équiper, faut acheter un micro, faut acheter un bon appareil photo parce que tu as une concurrence telle sur Instagram que on va dire que selon le secteur où tu te mets, le créneau dans lequel tu te positionnes, surtout quand c'est du premium made in France, c'est pas des photos à l'arrache que tu vas prendre avec ton téléphone comme ça, c'est des choses travaillées. Voilà. Donc on se rend pas compte. Mais voilà. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que ça met 7 ans. Oui, ça m'étonne pas. Parce que c'est beaucoup d'investissement au départ. Oui, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de toutes les étapes. Voilà. Alors, toi, quel serait ton plus grand rêve professionnel? Mon plus grand rêve professionnel, ça serait en fait d'arriver à embaucher des salariés. Que ça devienne, que ça explose et que j'arrive en fait à embaucher des salariés, que j'arrive à attirer des associés pour que ça devienne, pas un nouveau Cézanne, c'est pas l'idée, mais c'est d'arriver à avoir ce type de success story en fait. Oui, c'est sûr que c'est la marque qui fait rêver, je pense, beaucoup d'entrepreneurs dans la mode. Voilà, c'est la success story qui fait rêver, mais voilà, c'est me dire en fait les aspects que ça joue dans la cour des grands et c'est moi qui suis à l'origine de ça. C'est vrai que ce sont de très belles pièces, hein, et j'ai vu tout ce qui est un petit peu tweed, c'est très élégant, chic, ce sont des belles matières. Donc c'est ça qui est sympa. Et c'est ça qu'en fait que j'ai voulu. Alors, je retravaille là l'ADN et les insignes et tout, mais en fait mes toutes premières inspirations, et ça je m'en défrais pas, c'est les années 50 en France parce que c'est l'âge d'or des maisons de couture et c'est un côté élégant. Mais je fais pas du cosplay. Moi, mon idée, c'est pas de faire des costumes années 50. C'est pas du tout l'idée. Mais ce que je recherchais, c'était cette élégance
Et en appelant ma marque Les Espiègles, c'est parce que je cherche à déclencher un twist, une espèce d'originalité, un peu de provocation aussi, entre guillemets, mais en le faisant de manière chic et couture. C'est le petit twist. Dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter et que quand on a besoin de faire une pause, c'est OK et que ça ouvrira toujours d'autres opportunités. Oui, il y a un temps pour tout aussi. Exactement. Il y a un temps pour tout et ça, si ça doit arriver, ça arrivera. Un grand merci Marie, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Plaisir. Merci, donc je mettrai tous les liens pour les auditeurs pour te suivre. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.